maintenant, le moment est venu de commencer la table ronde qui sera modérée par Vincent Tardieu. Nous appelons M. Thierry Perrotin, vice-président de Marketing America de Laval, Gaëtan Sévrac de Nayo Technologies, Loïc Hafner de Dijon Céréales et enfin et surtout Sylvain Durand. Vous êtes un éleveur de vaches laitières. Je vais les représenter rapidement à vous parce que on a juste donné leur nom. Et puis, on va bousculer ce qu'on avait prévu pour des raisons ne serait-ce que de timing, mais aussi de ce qui s'est passé. Donc, Sylvia Durand, elle est éleveuse de vaches laitières épanouies dans le Tarn, avec 95 Holstein et Montbéliard dans une exploitation de 120 hectares et avec 2 robots de traite de Laval. Thomas, vous l'avez déjà entendu tout à l'heure, donc de constructeur à John Deere et manager de l'innovation technologique au Centre européen de l'innovation de son groupe. Thierry Perrotin, que vous avez là, qui est vice-président de développement du groupe de Laval aux USA et qui est dans le groupe depuis 1995 et qui a travaillé dans beaucoup d'endroits du monde, toujours sur la robotisation de la traite, qui est l'un des principaux chantiers et développements de ce groupe-là. Alors, selon les pays, premier ou deuxième derrière Lely, en gros. Gaëtan Sévrac, donc cofondateur et directeur général de Nayo Technologies, Toulouse. Donc, vous connaissez bien l'un des robots phares qui est Oz, qui est sur le marché depuis 2013. Et ils en ont fait d'autres. Ils sont passés vraiment d'une start-up à une petite entreprise de 40 personnes. Et enfin, Loïc Hafner, qui, au pied levé, nous rejoint, dans la mesure où Léo Stenports, qui devait venir des Pays-Bas, est souffrant et malade. Et donc, Loïc travaille dans une coopérative qui est Dijon Céréales, donc comme son nom l'indique, dans la région de Bourgogne, et principalement sur les grandes cultures, mais il y a un peu également de vignes, maraîchage et élevage parmi les 3800 adhérents de sa coopérative. La première question, et pour intégrer aussi ce qu'on a entendu, c'est qu'on a bien compris que cette question de la robotique, cette question de l'agtech, de l'agriculture technologique, ne va pas de soi pour beaucoup d'agriculteurs. Il y a à la fois une crise sociale, une crise économique qui est forte et qui touche énormément d'agriculteurs. Je rappellerai juste un chiffre qui a été communiqué par la MSA ces dernières années et qui dit quand même beaucoup de choses. Alors il faut juste que je le retrouve. Mais en gros, j'avais 2 chiffres à vous donner. Je vais y arriver. C'était... Voilà. Un niveau d'endettement en France, je trouve que c'est intéressant de le poser en début de notre table ronde. Un niveau d'endettement moyen de 192 000 € en 2016 par exploitation. Alors, c'est une moyenne. Dans cette moyenne, il y a des différences selon les filières. Et toujours en moyenne par filière, en gros, élevage de porc, élevage de vaches laitières, grande culture, vignes, on a dépassé l'endettement moyen par exploitation de 200 000 €. Et c'est souvent du moyen terme et du long terme d'endettement. Ça, c'est le premier chiffre. Le deuxième chiffre qui est pas anodin, c'est le chiffre des revenus. Le chiffre des revenus, puisqu'on a une moyenne, en gros, de un peu plus que le SMIC, en moyenne, par MSA 2017, par agriculteur. Ce revenu ne dit pas tout en termes notamment de moyens, puisqu'il y a la question du patrimoine qu'il faudrait ajouter d'une manière ou d'une autre. Mais en tout cas, il dit combien par mois les agriculteurs en moyenne perçoivent. Et vous savez qu'il y a un tiers qui est plutôt autour de 350 €
en moyenne. Si je vous donne ça, c'est que vous voyez bien que par rapport à la crise forte que vive le monde agricole, la question des solutions, elle est au cœur. Hier, on a parlé de solutions chimiques, d'intrants chimiques. Hier, avant-hier, on a parlé de solutions technologiques, biotechnologiques et génétiques. Aujourd'hui, on arrive avec des solutions technologiques, et électroniques, robotiques. Et on voit bien que chaque fois, il y a les mêmes débats sur l'acceptation et, je dirais aussi, l'accompagnement des agriculteurs qui sont quotidiennement, je dirais depuis 10 ans en France, soumis à toute une série d'offres dans tous les sens pour leur métier, de solutions technologiques, et souvent on entend un grand désarroi. C'est en tout cas ce que j'ai vu sur le terrain. Je suis journaliste, je ne me suis pas présenté, excusez-moi. Je suis journaliste scientifique et j'ai fait une enquête pendant 18 mois sur sur les différents outils biotechnologiques de l'agtech qui étaient développés en France en particulier, et comment, à la fois les usages, quelles étaient les limites, quels étaient les points d'intérêt, mais aussi les verrous qui étaient vécus par les agriculteurs par rapport à ces objets. Et par rapport à ces objets, il y a la question vraiment de l'accompagnement. Alors, j'aurais bien voulu demander à Pierre Cambert, qui travaille dans un pôle de compétitivité locale, régionale plutôt, qui va se présenter rapidement. Je voudrais bien qu'il nous dise comment il imagine qu'on intègre ces craintes, ces questions par rapport à ces nouveaux outils technologiques. Alors bonjour à tous. Effectivement, je travaille chez Agri Sud-Ouest Innovation, qui est un pôle de compétitivité agricole et agro-industrielle, qui est partenaire du CIRA. Question à laquelle il est impossible de réfléchir et de répondre en moins de 2 minutes. Pourtant, c'est un peu le cahier des charges que j'ai. Donc je dirais juste qu'on a un tout petit bout de la réponse. Vraiment un tout petit bout de la réponse. On a un pôle de compétitivité, c'est-à-dire un réseau d'acteurs publics et privés qui travaillent sur les questions d'innovation en agriculture et dans l'agroalimentaire. Et donc notre métier, c'est de faire travailler ensemble tout ce petit monde. Et c'est par la confrontation des idées, la confrontation et la rencontre de ces différents acteurs qu'on espère pouvoir anticiper un certain nombre de controverses qui sont aujourd'hui, au-delà d'une question à balayer d'un revers de la main, à mon avis aussi des vraies questions d'accès au marché, d'accessibilité ou d'acceptation sociale des innovations. Et donc ils deviennent des vrais facteurs et des vraies tendances extrêmement importantes et structurantes des marchés, des différentes innovations qu'on accompagne. Je n'irai pas beaucoup plus loin, parce que c'est un sujet qui encore une fois, appelle beaucoup de questions. Encore une fois, une des réponses qu'on propose, c'est au moins de rassembler au maximum des entreprises, des centres de recherche, des collectivités, des agences de développement, des institutions, des représentants, des élus, qui sont l'ensemble de nos membres dans notre association, de façon à porter et réfléchir ensemble ces innovations. Ok, merci Pierre. Gaëtan Sévrac, je vous ai présenté, donc vous êtes à l'origine de l'aventure Nayo Technologies. Quand vous vous êtes lancé avec un pari industriel qui est assez audacieux, pour pas dire un peu casse-gueule, qui est, en gros, vous avez mis sur le marché un robot qui n'était pas nécessairement un robot complètement au point. Et d'ailleurs, d'autres agriculteurs me disent « mais oui, il y a des bugs, on vous le dit, on le teste ». Et vous l'assumez. Alors, ce que je me dis, bon, il y a un choix, il y a un choix de stratégie, de moyens économiques aussi, j'entends bien, mais est-ce que c'est pas aussi qu'à l'époque, donc 2013, le robot Oz arrive sur le marché, et donc là vous êtes en fait avec des bêta-testeurs qui sont des agriculteurs clients qui ont contre une ristourne en gros sur l'outil qui vous font des remontées de terrain, si je résume les choses. Et ça, c'est une stratégie vous n'êtes pas les seuls à faire ça, évidemment. Il y a beaucoup de boîtes qui font ça, comme vous, mais c'était aussi 2013, à un moment où les organisations professionnelles étaient peu présentes pour accompagner les agriculteurs. Donc vous étiez aussi dans ce contexte, et finalement, devant le vide, vous occupez l'espace. Est-ce qu'aujourd'hui, la situation a vraiment changé ? Est-ce qu'on a un écosystème un peu plus mature pour accompagner les agriculteurs autour de ces technologies ?
Bonjour à tous. Sur le cas particulier du maraîchage diversifié en périphérie urbaine, je ne suis pas sûr que ça soit beaucoup plus structuré actuellement, parce que la situation est complexe du fait que c'est beaucoup de personnes dans beaucoup de zones géographiques éloignées, etc. Même si dans certains endroits, il y a quand même des cas particuliers où ça marche, il y a des structurations, il y a des fédérations, des groupes. Et par contre, maintenant, via Nayo Technologies, on travaille aussi avec des secteurs d'activité comme le légume de plein champ ou la vigne, où là, c'est beaucoup plus structuré et beaucoup plus professionnel pour les parties de recherche et développement, effectivement. Via des coopératives, via des centres techniques de différents regroupements, des chambres d'agriculture ou autres centres techniques, etc. Loïc, par rapport à la même question, on va vous passer un micro. La même question, vous êtes donc dans une coopérative plutôt grande culture à Dijon, autour de Dijon. Est-ce que, et vous testez, je n'ai pas eu le temps de vous le dire dans la présentation, hein, vous testez un certain nombre de solutions, notamment robotiques, avec Dino, son grand frère pour la viticulture, mais vous le testez là en condition filière grande culture. Comment vous faites en fait pour accompagner vos adhérents et comment vous imaginez que vous allez pouvoir intégrer les questionnements et peut-être les retours aussi sur les objets dont ils ont besoin. Est-ce qu'il y a vraiment un diagnostic qui est posé sur les besoins dans les exploitations de vos adhérents, ou est-ce que vous êtes juste prescripteur en fait de matériel, comme hier vous l'étiez sur du phyto par exemple? Alors bonjour à tous. Donc nous, coopérative agricole, on est très présent sur toutes les nouvelles technologies puisque c'est un domaine qui est quand même relativement important aujourd'hui. Notre métier est un peu mis à mal via le contexte réglementaire, donc on les accompagne beaucoup sur des OAD, de plus en plus, beaucoup sur l'agriculture de précision. Outils d'aide à la décision, hein. Ouais. Je préfère les acronymes, on va éviter. Ok. Donc on les accompagne également beaucoup sur du diagnostic de parcelles, donc pour capter l'hétérogénéité parcellaire, le potentiel des champs et surtout la fertilité du sol, en vue d'essayer de faire des prescriptions qui soient vraiment adaptées au potentiel de la parcelle et pour essayer d'automatiser ces applications, que ce soit de produits phytosanitaires ou de fertilisation. Donc c'est vraiment un accompagnement, on les accompagne vraiment de près et les questions elles reviennent très vite. C'est notamment sur l'utilisation qui n'est pas toujours évidente de toutes ces nouvelles technologies, puisque les agriculteurs ne sont pas vraiment formés à l'utilisation de tous ces matériels. Et quand vous dites ça, est-ce que ça veut dire que vous souhaiteriez que ça soit mieux intégré au cursus, je dirais, de formation initiale, voire de formation continue? Alors tout à fait, c'est notamment l'une des choses qui nous a fait nous lancer dans l'aventure Dino. Ça nous permettait d'avoir une vitrine sur ces nouvelles technologies et on va très régulièrement dans des écoles, que ce soit des universités ou des classes de BTS. On va leur faire la promotion en fait, des nouvelles technologies qui sont utilisées en agriculture afin de susciter des vocations et d'avoir ces gens qui soient demain sur le maillage agricole de notre coopérative. Et est-ce qu'il y a parmi vos adhérents justement un travail de diagnostic qui est fait, ce que j'ai dit d'emblée? Est-ce qu'en fait vous partez des besoins ou est-ce que vous vous dites, ben voilà, là, en termes de stratégie de développement de notre coopérative, on pense qu'on va pousser tel ou tel objet, produit, etc. Et on va voir dans quelle mesure ça va répondre à nos adhérents. Mais est-ce que vous faites un peu l'inverse? C'est-à-dire, est-ce que vous dites, voilà, en fonction des besoins, ben là, ça va être plutôt une solution peut-être technologique par rapport au projet de l'agriculteur. Là, ça sera plutôt une autre solution qui ne sera pas technologique. Comment vous travaillez en fait cette question? Tout à fait, ouais. On ne propose pas forcément de la nouvelle technologie, c'est vraiment, enfin, ce qu'on recherche vraiment, c'est de la viabilité de nos exploitations demain. Donc il y a des gens qui, pour avoir une viabilité demain, ont besoin de nouvelles technologies, s'approprier un peu ces choses-là en vue d'utiliser mieux leurs intrants.
Et il y a d'autres typologies d'agriculteurs sur lesquels c'est pas les nouvelles technologies qu'il faut leur proposer, c'est carrément une diversification via d'autres cultures, d'autres modes de production. Je veux bien aller vers vous, Sylvia, et que vous nous racontiez en fait comment vous êtes passé au robot de traite. Est-ce que vous l'avez fait en gros seul dans votre coin, ou est-ce que vous avez eu une période et de quel temps auprès d'instituts techniques, voire de constructeurs, pour vous familiariser à ce que c'était? Est-ce que vous avez eu l'occasion et est-ce que vous avez été accompagné par des organisations professionnelles pour ça, d'aller voir des robots de traite, de les tester, ou je ne sais, comment ça marche pour vous? Déjà, bonjour à tous. Je voulais remercier l'organisation du FIRA pour m'avoir invité. Et puis, je vais vous raconter un petit peu l'histoire de nos robots de traite chez nous. Nous étions face un petit peu à un mur parce que on était en 2016, ils étaient 3 associés, j'étais pas encore installée. Il y avait mon beau-père qui arrivait à l'âge de la retraite. L'autre associée qui est la tante de mon mari qui, elle, prendra la retraite dans 20 jours exactement. Et nous voulions garder l'exploitation avec mon mari telle qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire 95 laitières, 1,1 million de litres de lait à produire. Donc on s'est posé la question de prendre un salarié ou de robotiser l'exploitation. On ne s'est pas posé la question tout seul, on l'a fait avec l'aide du centre de gestion et du Crédit Agricole. Et en fait, on est venu sur la solution de la robotisation. Après, c'est hyper compliqué parce que quand tu commences à dire que sur une exploitation, tu veux mettre un robot, il y a tous les commerciaux qui arrivent. Donc, il y avait De Laval, il y avait Lélie, il y avait... Et pour faire un autre choix, on a choisi plutôt la proximité, parce que le concessionnaire de Laval qui a équipé notre exploitation, en fait, c'est déjà notre concessionnaire tracteur. Donc, forcément, on ne s'est pas trop posé la question d'aller chercher bien loin. Et puis, l'avantage aussi, c'est que nous avons le technicien de notre robot qui habite à 5 km de la maison, parce que c'est quand même des choses qu'il faut prendre en compte. Parce qu'un robot, ça fonctionne bien. Ça fonctionne très bien, mais quand il y a des pannes, si le technicien il est loin, les vaches elles attendent et ça peut porter de gros préjudices sur l'exploitation parce qu'un robot ça remplace pas moi, ça remplace pas mon mari, mais en fait il faut y être quand même. Il faut y être, c'est de la surveillance. C'est de la surveillance, c'est du travail allégé parce que on n'a plus tout ce qui est physique, on n'a plus la traite, on n'a plus... Mais après, il faut vraiment être là pour le surveiller, tout ce qui est informatique, quoi. On va revenir en fait sur cette question du suivi, du service après-vente. Juste, comment vous êtes rentré dans l'univers du robot de traite? C'est-à-dire, vous avez suivi quoi? Des stages, une formation, Rien de la du tout. démo? Que dalle. C'est ce qu'on discutait à midi avec Monsieur Perrotin. Je lui disais que, en fait, le jour où on a décidé de choisir les robots de Laval, j'ai pris les tutos qu'il y a sur Internet et je me suis familiarisée avec les tutos que j'ai trouvés sur Google et c'est comme ça que j'ai appris à m'en servir. Après, oui, on est entouré. On ne lance pas dans l'aventure comme ça, tout seul. Après, j'ai la chance d'avoir ma contrôleuse laitière qui en connaissait d'autres. Enfin, je veux dire, quand vous dites on est entouré, excusez-moi Sylvia, on est entouré par qui? On est entouré par, déjà par le commercial qui nous amène en fait sur d'autres exploitations avec des éleveurs qui l'utilisent depuis... parce qu'il faut savoir que dans le Tarn, il y a quand même des exploitations qui sont équipées depuis Alors, je ne veux pas me tromper, mais je pense que c'est 12 ou 13 ans. Les premiers de Laval, dans le canton, aux alentours de chez moi, ils ont été installés il y a 12 ans. Et ils fonctionnent encore. Et ils fonctionneront longtemps parce qu'ils ont une suite derrière. Il y a un petit jeune, il y a un des fils qui a 14 ans et qui va s'installer. D'accord. Donc après, on a été entouré. Oui, il y a le commercial d'aliments qui lui s'est spécialisé pour faire des tables d'alimentation sur le robot.
D'accord. dire, on n'est pas Donc en tout gros, seul. si je vous comprends bien, en fait, le conseil et le suivi est assuré par le constructeur. Ah oui, complètement. D'accord. Il Complètement. n'y a pas de conseil et d'accompagnement par un tiers indépendant du constructeur. Non, du tout. D'accord. Je trouve que ça, c'est une vraie question, sinon un vrai problème. Je veux bien en venir à Thomas. Thomas, vous m'avez répondu à cette question par deux choses très pragmatiques. Vous m'avez dit, de toute façon, la question du conseil, ok, elle est clé, mais enfin, si le produit n'est pas là, en termes de qualité, de facilité, de fiabilité, de toute façon, l'agriculteur ne l'adoptera pas. Ça, c'était la première chose que vous m'avez dite. Et vous m'avez dit une deuxième chose. Vous m'avez dit, nous, à John Deere, on a beaucoup investi dans la formation de nos revendeurs et dans notre réseau de vente. Et je crois savoir que John Deere construit son propre réseau de vente à l'échelle mondiale. En tout cas, c'est sa tendance, et notamment en Europe. Et j'entends ce que disait Sylvia. Alors là, c'était pour du robot de traite. Mais si on imagine pour des solutions techniques pour les grandes cultures, on sait que vous êtes numéro 1 des tractoristes ou numéro 1, ou je crois, au niveau mondial. Demain, est-ce que vous avez vraiment la capacité de suivre au plus près des utilisateurs avec un réseau que vous construisez vous-même et qui coûte énormément cher, parce qu'investir dans un réseau parallèle à des réseaux de revente qui existent, c'est très ambitieux financièrement. Et donc, la question que je vous pose, il y en a deux. La première, c'est est-ce que vous pouvez garantir d'être suffisamment près de vos utilisateurs pour leur rendre le service dont ils ont besoin, compte tenu d'un écosystème, on l'a vu, où l'accompagnement est fait principalement par les constructeurs aujourd'hui? Alors, il fallait que j'attende la fin de l'interprétation, qui est simultanée, mais quand même à 2 secondes d'écart. Je vous prie de m'excuser pour cela. Comme je le disais, la machine, effectivement, en premier, doit être fiable. Et au-delà de ça, quand on parle de précision et d'agriculture de précision, ce qui est vraiment ce que recherchent les agriculteurs, nous sommes dans une situation où les outils ne sont peut-être pas aussi faciles à utiliser qu'on le voudrait. Donc l'agrément, la facilité d'emploi, c'est un prérequis. Néanmoins, il y aura toujours des questions de la part des agriculteurs. Donc nous avons un réseau de revendeurs indépendants. Et donc nos revendeurs doivent faire un très bon travail parce que c'est vraiment le niveau de service qui va les différencier de leurs concurrents et de la concurrence. Et l'on sait que les distributeurs qui ont un très bon service après-vente se différencient des autres. Donc, nous, John Deere, on met beaucoup de pression sur nos revendeurs pour qu'ils fassent beaucoup de formations. D'aucuns diraient qu'on les met trop sous pression, mais on fait en sorte qu'ils suivent des stages au produit. Quand on leur dit, voilà, on fait une formation sur l'agriculture de précision. Est-ce que vous avez suffisamment de savoir-faire dans votre magasin? Si tel n'est pas le cas, vous ne pourrez pas travailler pour nous. Parce que vous allez dire des choses à l'agriculteur et vous allez dire, bon, le fabricant m'a dit ça, ce n'est pas vrai, nous on ne veut pas de ça avec nos clients. Donc on met beaucoup l'accent sur ça. Et puis aussi, nous avons mis en place ce qu'on appelle l'accès à distance à nos robots. Par exemple, on a un agriculteur qui est dans son champ, qui ne sait pas comment paramétrer sa machine ou son robot. Eh bien, il peut appeler le revendeur va prendre la commande à distance sur l'interface et va pouvoir dire, ah, on en est là, il faut appuyer sur ce bouton et ce bouton et ce bouton. Et ça, c'est vraiment super important. La deuxième question, elle est différente. Vous avez créé un portail qui s'appelle My John Deere. Et je voulais savoir sur ce My John Deere, alors pour les gens qui ne connaissent pas, My John Deere, vous invitez vos clients en fait à y mettre les données de leur matériel, mais également le parcellaire, également leurs travaux. Et ça permet de faire des recoupements entre les travaux et les matériels utilisés. Et j'imagine aussi de faire un suivi des flottes et des usages qui sont faits. Ma question est, est-ce que sur My John Deere, vous avez, je ne suis pas sûr, un forum des usagers qui permettent d'avoir des retours entre usagers sur vos matériels et qui permettent finalement,
encore une fois, un peu peut-être de pallier à des absences d'espace de dialogue et d'échange sur les matériels de ce type entre agriculteurs. Alors, je ne pense pas. Et je ne suis pas au courant de la toute dernière version de My John Deere, mais je ne pense pas que nous proposions ce service encore. De notre expérience, les agriculteurs sont très sensibles et très frileux quant aux données relatives à leur exploitation. Ils sont prêts à partager les exploitations sur leurs machines, sur leurs tracteurs, les partager avec nous. Ils veulent apprendre comment mieux utiliser leurs machines et les rendre plus fiables à l'avenir. Donc ça, ils sont prêts à nous fournir ces informations. Par contre, pour ce qui est des données agronomiques, à savoir les semences qu'ils utilisent, les engrais, etc., et le fait que tout ça va sur le cloud, et on dit non, les données continuent de vous appartenir, on ne les regarde pas, mais vous pouvez les partager avec les personnes que vous voulez ou non, avec vos conseillers, avec les entreprises qui vous fournissent vos phytosanitaires, etc., etc. Mais nous ne sommes pas agronomes chez John Deere, ce n'est pas notre cœur de compétence, on ne va pas se servir de ces données à d'autres fins que d'améliorer vos robots. Malgré tout, ça ne fonctionne pas très bien. Et donc un forum où quelqu'un donnerait des conseils les uns aux autres, je ne suis pas sûre que ça serait si utile. Il nous faudrait un modérateur qui s'y connaisse très bien en agronomie. Et vous savez, ce n'est pas le cœur de nos compétences. Donc c'est mieux fait, je pense, par d'autres. Sur un aspect du débat avec My John Deere qui est posé, qui n'est pas posé qu'à vous, je m'empresse de le dire, mais qui est aussi posé à vous, c'est qu'est-ce que vous faites des données collectées, qui est une vraie question. Mais dans le temps qui nous reste, je vous propose juste qu'on n'ouvre pas cette question énorme, mais qu'on l'ait quand même un peu dans le coin de la tête, parce que c'est une vraie question et qui n'est pas très mature en France et en Europe. Voilà, c'est un gros chantier, la data et l'utilisation des data. Voilà, je voulais juste le dire pour ne pas le mettre de côté. En revanche, je veux bien prendre peut-être une ou deux questions maximum sur cet aspect de l'accompagnement et de comment les agriculteurs, on prend en compte éventuellement les besoins des agriculteurs pour répondre vraiment à leurs besoins et qu'on y réponde de façon éventuellement autonome des constructeurs. Je veux bien, s'il y a une ou deux questions ou commentaires. Oui, il y a une personne là-bas. Merci. Oui, on vous entend. C'est une question à la marge du thème que vous proposez. J'avais une question pour Loïc Hafner de Dijon Céréales, pour faire un parallèle avec ce qu'on a entendu ce matin du monsieur des États-Unis. Est-ce que vous, à Dijon Céréales, vous travaillez avec le labo AgroSup Dijon d'agroéquipement qui travaille beaucoup sur la robotisation? Alors, on ne travaille pas directement avec eux, par contre, on suit leurs travaux, mais on n'a pas de partenariat vraiment fort sur des sujets actuellement. Alors, je ne connais pas tous les labos d'agroéquipement liés à l'enseignement supérieur et à la recherche, mais je pense qu'il y en a très peu. Il me semble que c'est quand même en France, et il me semble que c'est quand même un souci, une préoccupation du moment. Non seulement sur l'enseignement, mais sur la recherche publique, qui peut être un mal nécessaire, un mal parce que c'est les impôts qu'on paye tous, mais un mal nécessaire pour que les choses avancent beaucoup. J'avais fait dans l'enquête avec le livre associé, je m'étais posé cette question et j'étais allé du côté du ministère de l'Agriculture, qui donc a comme vocation aussi d'encadrer des enseignements dans le domaine agricole pour voir comment s'étaient intégrées ces questions des nouvelles technologies. Et je confirme effectivement, mais ça date donc déjà de 3 ans, ça va très vite, il n'y avait quasiment rien, mais en même temps quasiment rien en route, effectif je veux dire, mais il y avait pas mal de projets en route pour intégrer, que ce soit dans les BPREA ou au niveau enseignement supérieur, des projets d'intégrer en termes de formation ces dimensions-là.
Je rajouterai quand même que, pour ne pas être complètement figé dans le regard qu'on peut restituer par rapport à ça, il y a des dispositifs qui commencent à exister, vous les connaissez sans doute. Je citerai deux, DigiFerm, avec Arvalis, qui a développé des réseaux de fermes vitrines ou de tests des outils. Et puis le réseau également, dont le nom m'échappe, créé par InVivo, et qui est également un peu dans cette même idée de pouvoir développer avec différents utilisateurs, mais aussi différents acteurs autour de ces exploitations, des matériels pour avoir à la fois des éléments de formation et des éléments aussi d'évaluation des outils. Voilà. Ça n'a peut-être pas répondu complètement à votre question, mais c'était un peu dans le même veine. Est-ce qu'il y a une autre question où il y a, derrière vous, monsieur, il y a quelqu'un qui a levé le doigt? Merci, Jérôme Steff. Donc, je suis maître de conférence en informatique à Bordeaux Sciences Agro et responsable du DigiLab, qui est une plateforme visant à favoriser l'innovation numérique en viticulture. Moi, je voulais revenir sur la thématique de l'appropriation. On parle beaucoup de l'appropriation par les agriculteurs. Je pense qu'effectivement, c'est une vraie problématique, mais il y a beaucoup de prescripteurs qui tournent autour de l'agriculteur et je voulais me focaliser un petit peu sur le monde du conseil. Puisque nous, on a beaucoup de remontées de conseillers, alors qui sont soit complètement désarmés, c'est-à-dire ils ne sont pas anti-technologie, mais ils nous disent « mais moi, par contre, dans cette profusion de nouvelles technologies, je ne m'y retrouve pas et je ne sais pas comment conseiller ». Et on en a d'autres qui réagissent de façon plus virulente parce qu'ils le voient comme un futur concurrent. Alors quand on parle de robots, je dirais, qui remplacent simplement des tâches manuelles, on ne les voit pas forcément comme des concurrents aux conseillers de demain. Par contre, dès que les robots intègrent de l'intelligence artificielle, des outils d'aide à la décision, eh bien, les conseillers, enfin, moi je connais surtout les conseillers viticoles, mais se posent la question, quel va être notre futur rôle? Est-ce que finalement, eh bien, on n'est pas en train de marcher un peu sur leur plate-bande, ce qui fait qu'ils sont de moins en moins aussi prescripteurs de ces solutions parce qu'ils les craignent. Donc je voulais avoir votre sentiment et on se posait la question de savoir si effectivement ça n'allait pas rebattre un petit peu les cartes du conseil, parce que vous avez cité notamment que les constructeurs étaient de plus en plus présents et donc quelle est la place du conseil dans cette révolution numérique en cours? C'est vraiment ma question. Je vous en remercie de le surligner. Gaëtan, je crois que vous vouliez répondre. Et après, ouais. Ouais. Je partage l'analyse et le ressenti que certains conseillers et conseillères se sentent mis en danger ou remis en question par ces nouvelles technologies. Et c'est le même sujet que quand il y a des agriculteurs ou agricultrices qui se sentent remis en question dans leur pratique par une nouvelle technologie. Je ne pense pas, mais c'est une croyance personnelle, qu'on peut aller contre un mouvement de fond de la société humaine qui progresse, qui avance, en tout cas qui bouge. On ne peut pas aller contre des changements globaux comme le changement climatique ou des mouvements de population, etc. Il y a des choses qui changent autour, on doit faire avec et s'adapter. Et typiquement dans ce cas-là, mon analyse de la situation, c'est ça, le métier du conseil va évoluer. Après, ce qui va disparaître, je ne pense pas, mais il va évoluer. Donc si on essaye de, comme vous avez dit, mais je ne pense pas que ce soit la majorité des conseillers et des conseillères qui fassent ça, hein, mais si on essaye de dire je vais ralentir le phénomène en ne prescrivant pas de technologie d'analyse de données, de capteurs ou de robots, je ne pense pas que ce soit la bonne posture. Mais par contre, si on dit comment est-ce que mon métier va évoluer, qu'est-ce que je vais faire avec et qu'est-ce que je vais apporter comme nouveau conseil qui va permettre d'être encore meilleur, moi dans mon métier, l'agriculteur ou l'agricultrice dans son métier grâce à ces nouvelles données, on est dans une posture plus intéressante. C'est facile à dire assis au chaud là, avec un micro dans la main, c'est difficile à vivre en tant que personne humaine et c'est complètement normal et naturel. Donc il y a, et ça rejoint la table ronde, il y a un enjeu pour nous constructeurs, pour les utilisateurs finaux, pour les intermédiaires, à accompagner ce changement, parce qu'on est tous des humains et que le changement, ça fait peur, et que changer une habitude, c'est un des trucs les plus compliqués qu'on ait à faire. Ok.
Thierry, Thierry Perrotin de Laval. Vous voulez... C'est pas Vincent. Ouais. Non, c'est une très bonne question et c'est quelque chose à laquelle on essaie de participer au plus. Et je pense que les progrès qui ont été faits depuis les 10 dernières années, où de plus en plus de gens sont impliqués maintenant dans le développement, dans l'aspect consultation. J'imagine qu'il y a une quinzaine d'années, à la vitesse où on voit la technologie évoluer, aussi bien du notre côté chez Delaval que chez tous nos concurrents, tous les ans, il y a quasiment un nouveau robot qui débarquait sur le marché, une version de logiciel qui est nouvelle. C'est quasiment impossible à rester à jour. On voit même ça au niveau, au niveau des lois, quand les gens, comme le Federal Drug Administration aux États-Unis, tous les inspecteurs, ils n'arrivent même pas à suivre parce que les robots qui sont installés ne sont pas des robots sur lesquels ils ont été formés il y a un an. Donc c'est très difficile à suivre. Mais maintenant, ce qu'on voit aussi, c'est que pour les prescripteurs de conseils, c'est des opportunités pour se différencier. Il y a une complexité énorme qui est en train de se développer avec tous ces capteurs. L'intelligence artificielle va apporter quelques perspectives. Mais là, il y a une opportunité pour faire une différence, pour redéfinir son métier. Ce n'est pas évident, ce n'est pas pour tout le monde. Mais il faut essayer de décomplexer. Je ne sais pas si c'est un mot que j'invente là, mais simplifier. Non, ça existe. Il faut simplifier toutes ces données. Et là, il y a une valeur ajoutée à trouver. Vous dites, et vous me l'avez dit dans la discussion de préparation à cette table ronde, en fait, le robot de traite, soyons honnêtes, c'est pas pour tout le monde. Alors, c'est pas pour qui, par exemple? C'est une très bonne question. Le robot de traite, c'est pas vraiment pour tout le monde. C'est pour ça que ça fait 20 ans que ça existe. Et c'est toujours comme partout, il y a toujours les pionniers, les gens qui adoptent la technologie pour le début. C'est pas pour les gens, je dirais, qui veulent acheter un robot pour se débarrasser de la tâche des vaches. Je dirais qu'un robot de traite va avoir un succès extraordinaire, surtout pour les gens qui aiment leurs vaches. Ça redéfinit une relation avec l'animal, ça permet de revoir certaines choses, mais ceux qui ont le plus de succès, en général, c'est des gens qui sont très proches de leurs vaches, qui ont un intérêt extraordinaire dans le bien-être et aussi dans la productivité de leur établissement. Je voudrais juste vous donner quelques éléments chiffrés d'une étude de l'IDEL, qui est l'Institut de l'élevage, qui date de 2015, qui dit la chose suivante. Bon, en gros, un équipement robot de traite, ça vaut 125 à 150 000 euros pièce. Les coûts au niveau entretien, on était à 16 euros par 1000 litres. Une étude de 2015, donc de l'IDEL, indique des charges de structure totales qui s'élèvent à 24 000 par an et par robot, amortissement, frais financiers, frais d'aménagement et frais de maintenance. Cette étude rajoute que ça engendre des frais d'alimentation et des frais d'entretien supplémentaires, liés entre autres, c'est une question, je ne sais pas si on aura le temps, je ne crois pas, liée à la question de la valorisation ou pas du pâturage. C'est compliqué, hein, parce que la vache, pour aller se faire traire, elle ne peut pas faire des dizaines de kilomètres par jour. Donc, vu le remembrement en France, où tous les pâturages ne sont pas autour de la stabulation, tout ça rend l'alimentation au pré très relative. Et d'ailleurs, Sylvia, c'est ce que vous me disiez. Hein, vous me disiez, voilà, nos vaches, elles sortent, elles ont des parcours à l'herbe, mais je ne vous dirai pas qu'elles se nourrissent du pâturage. Voilà. Donc ça, c'est une des questions. Donc je continue juste pour vous dire, donc dans cette étude, il disait aussi une dégradation de la qualité sanitaire du lait, soit un manque à gagner de 8 à 9 euros par 1000 litres. Et on avait une diminution de la marge brute de 6 000 euros environ. Alors, si je mets bout à bout tous ces chiffres, qui ne sont que des chiffres d'une étude sur lesquels on peut discuter sur certains postes. Mais est-ce bien raisonnable, franchement, de proposer comme ligne d'horizon aux éleveurs aujourd'hui, dont le prix du lait n'est pas garanti, avec les surendettements que j'ai rappelés d'entrée de jeu, est-ce bien raisonnable de leur proposer comme ligne d'horizon l'équipement en robot de traite? Moi, je veux bien avoir vos deux avis, parce que je sais que vous êtes une utilisatrice, mais je veux bien avoir déjà votre avis. D'accord. Je ne vais pas commenter sur les chiffres de l'étude. Ce que je vais commenter, c'est que personne n'est forcé d'acheter un robot.
La croissance du marché, elle est de 15 à 20% par an. Donc ça plaît. Je pense que pour certains cas, et comme ce n'est pas pour tout le monde non plus, mais pour certains cas, c'est aussi un cas de survie de l'entreprise familiale. Quand on n'est pas capable de trouver de la main-d'œuvre, quand on n'est plus capable de faire le travail, quand les jeunes ne veulent plus rester dans les campagnes pour continuer de travailler à la ferme, le robot de traite devient une réalité très, je veux dire, qui permettent à un futur d'exister. Après, il y a des questions de coûts, de main-d'œuvre, de choses comme ça. On peut en discuter longuement, mais je pense que les gens font leurs calculs et l'investissement dans un robot de traite n'est pas forcément fait pour réaliser des grosses économies, mais plus pour redistribuer une charge de travail et créer une nouvelle formule, un nouveau compromis qui permet de continuer dans le futur et d'arriver à ses fins. Sylvia, vous vous retrouvez dans un peu les éléments. Enfin, parlez-nous de vous en fait. Ben, moi, je vais vous parler de moi parce que moi, ça a été une survie pour l'exploitation. Parce que ni mon mari ni moi, on est assez diplomates pour avoir un salarié déjà. Donc il faut le dire, tout le monde ne peut pas avoir des salariés. Enfin voilà. Et puis on n'en voulait pas. Et après, je comprends pas quand vous dites il y a des pertes de chiffres sur la qualité du lait. C'est ce que l'étude dit. Chez moi, j'ai gagné en qualité. J'ai gagné en qualité du lait, mais j'ai gagné en qualité d'animaux. Parce que mes vaches, elles sont beaucoup plus apaisées, elles sont beaucoup plus jolies, parce que moi, je les adore, en fait. Je les aime autant que mes filles. Mais je veux dire, on a gagné en tout. Elles sont plein ces réseaux sociaux. Vous pouvez aller, vous verrez toutes ces vaches. C'est vrai que je comprends pas cette étude. Qui. C'est pas le résultat que vous avez chez vous, en tout cas. Ouais. Pas du tout. Nous, on est enchantés de nos robots, ouais. Ça marche très bien. Et, voilà. La seule chose au niveau économique, sur l'ensemble de l'économie, pour restituer complètement au public, vous avez quand même perçu 20 à 30% d'aide de la région. On a perçu 30% d'aide de la région. Et vous n'avez pas dû acheter votre ferme puisque indirectement, on a acheté notre ferme parce qu'on rachète les parts sociales et les comptes courts associés. Mais ça, c'est un autre débat parce que c'est vraiment... Là, c'est les comptables et les chambres d'agriculture qui ne mettent pas en garde les jeunes agriculteurs qui s'installent là et qui ne mettent pas en garde les anciennes générations qui partent à la retraite parce qu'ils partent avec des comptes courts associés et des parts sociales énormes. Mais bon, on a eu le courage de le faire. Et le fait de se retrouver à deux et l'investissement des robots, ça nous permet de vivre à côté. Donc, je vais juste... Désolé, on cavale le temps. Voilà, 2 minutes. J'ai encore 2 minutes. Gaëtan, j'avais juste une dernière question. Comment on conjugue, pour répondre aussi à une demande de la société, comment on conjugue de la robotique économe fait pour réduire les intrants chimiques et en même temps qui répondent pour toute une partie des agriculteurs à de l'efficacité, de la robustesse, etc. C'est le mouton à 5 pattes ou vous dites on peut y arriver? Ça en 1 minute. Une minute maintenant. Je pense que ça dépend. C'est le mouton à 5 pattes si on cherche la solution avec une majuscule. C'est vraiment, il faut réfléchir cas par cas. Et quand vous dites le robot, c'est pas pour tout le monde, c'est pas un jugement de valeur. C'est pas dire il y en a qui méritent le robot et d'autres non, quoi. Ça dépend tellement du contexte. On peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. C'est la même chose. C'est dire. Et du coup, on peut trouver des robots qui, dans un certain contexte, vont apporter quelque chose et dans un contexte vont détruire quelque chose. Et le monde est complexe. Il faut se simplifier la vie. Je pense que là, on est... c'est rigolo à dire. On doit appréhender la complexité du monde en se simplifiant la vie pour essayer d'isoler des cas dans lesquels on arrive à réfléchir, à travailler et à apporter quelque chose. Donc, il n'y a pas la solution. Je ne peux pas répondre à votre question. Je peux juste suggérer d'étudier au cas par cas, sans simplifier, sans oublier la complexité du global, quoi. Bonne chance. Ok, désolé, on va devoir s'arrêter là. Merci Vincent. Je vous en prie. Et bonne suite.